Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 janvier. Dans le Parlement de Bretagne restauré à Rennes, le président de la République avec à ses côtés la ministre de la Justice évoque sa détermination à poursuivre la réforme du système judiciaire. Le chef de l'État évoque la législation sur les pavillons de complaisance. La France aussi pratique cet arrangement maritime, nous vous le raconterons. À la caisse d'allocation familiale de Dijon, les salariés ne supportent plus le harcèlement moral mené par leur directeur. Ils étaient en grève aujourd'hui. Décidément, la République de Djibouti a une façon très particulière d'envisager les droits de l'homme. Reportage exclusif parmi les prisonniers du pouvoir djiboutien. Le Monde de Marty, un film de Denis Bardiot sort le 26 janvier prochain. Une histoire très drôle, très émouvante dans un hôpital. Mais c'est une histoire d'amitié entre un vieil homme muet et un enfant cancéreux. Pour évoquer ce film, nous aurons le plaisir de recevoir ce soir à la fin de cette édition Michel Serrault. Mais depuis le début de cette semaine, l'actualité s'est également nourrie de témoignages sur la vie dans les prisons françaises. Le récit de la médecin-chef de la prison de la Santé, Véronique Vasseur, après avoir ému l'administration pénitentiaire, a reçu comme en écho l'appui de très nombreuses personnes qui travaillent en prison ou qui ont été détenues. Le manifeste, publié aujourd'hui par le Nouvel Observateur, vient confirmer le constat sévère sur l'état sanitaire de la prison de la Santé à Paris. Ce sont des personnes célèbres qui racontent. Elles ont découvert ce que des détenus anonymes ont subi depuis des années. Quelques-unes de ces personnalités ont été rencontrées par Stéphane Bretner et Véronique Gaglione. Tous habitués au luxe. Tous extollants. 27 personnalités, coupables ou innocentes, dénoncent les conditions de détention dans les prisons françaises. Dans un manifeste paru dans les colonnes du Nouvel Observateur, ils décrivent un monde d'humiliation, d'inégalités scandaleuses, où règne la loi du plus fort et les privilèges de l'argent. La prison est une école du crime. Pourtant, ce sont l'argent et la célébrité qui les ont éloignés des cellules à plusieurs, des 2 douches hebdomadaires et des gamelles froides. Jean-Michel Boucheron a passé 2 ans en prison, marqué à vie. Quand le matin, marchant dans le couloir, on patauge dans le sang de la nuit et qu'on sait que les surveillants ne sont pas passés ou n'ont pas pu être prévenus ou ne sont pas venus, ces tentatives de suicide répétées, ces suicides vrais, ces hommes accrochés, pendus à la potence de la télévision, oui. Ça, c'est quelque chose qui pour moi a été violent et qui reste comme certains cauchemars de la nuit. Bernard Bonnet est resté 2 mois derrière les barreaux, seul dans l'une de ces cellules pour personnalités de la santé. Les gens parlent beaucoup, enfin, les détenus s'expriment, s'interpellent au grillage et donc par conséquent on entend beaucoup de choses et des choses qu'on aimerait ne pas entendre. Ces choses-là, Bernard Bonnet n'en dira pas un mot. Pierre Botton, lui, a été incarcéré 602 jours. Après le show business, le fric et la gloire, l'humiliation. Je ne connais pas un seul détenu, quoi qu'il ait fait, je dis bien quoi qu'il ait fait, qui dans les conditions dans lesquelles ces détentions existent, n'ait pas pensé à un moment ou à un autre se suicider. Et je n'ai pas entendu un seul détenu me dire droit dans les yeux qu'il n'a pas pleuré. Ces hommes et ces femmes ont eu des privilèges. Alors, ce manifeste doit servir à ceux qui n'en ont pas. C'est en tout cas ce qu'on pense à l'Observatoire international des prisons. Ils sont solidaires de ceux qui y sont, de ce qu'on appelle nous les prisonniers ordinaires, ceux qu'on n'entend pas en général, qu'on ne croit pas en général. Aujourd'hui, cette parole-là est entendue. Ce manifeste-là va nous faire gagner 10 ans. 10 ans de gagner pour une réforme du système pénitentiaire, pour des conditions de vie décentes entre ces 4 murs. Le président de la République ne veut pas lâcher prise sur la réforme de la justice. Il veut fixer un nouveau calendrier parlementaire, à peine sorti de la polémique politique qui l'a conduit à reporter le congrès des sénateurs et des députés qui devaient modifier la Constitution. Les propos de Jacques Chirac ont été prononcés en présence de la ministre de la Justice Elisabeth Guigou et dans un lieu symbolique, le Parlement de Bretagne à Rennes. Reportage Véronique Saint-Olive et Jean-Paul Chaussé. Hasard du calendrier, ce soir c'est Elisabeth Guigou qui accueille Jacques Chirac pour inaugurer le nouveau Parlement de Bretagne, ravagé il y a 5 ans par un incendie. Après avoir décidé hier de reporter le congrès, le président de la République tente aujourd'hui de reprendre la main. En s'opposant en défenseur de la réforme de la justice, en garant de l'intérêt général, Jacques Chirac évite soigneusement de désigner les responsables de l'échec. Et le chef de l'État en appelle à la bonne volonté de tous pour reprendre le dialogue. Sachez qu'en tout état de cause, je suis pour ma part déterminé à faire en sorte que cette réforme aboutisse. Il appartient à chacun, à sa place, de prendre ses responsabilités. Cela passe par une réflexion ouverte
et approfondie avec les forces politiques et avec le corps judiciaire. Il appartient au gouvernement de reprendre, en lui donnant une nouvelle dimension, le dialogue avec le Parlement sur les textes en discussion et de fixer un nouveau calendrier parlementaire. Le garde des Sceaux ne s'offusque pas de ces directives. Au contraire, Elisabeth Guigou reprend la perche pour souligner qu'en matière de dialogue, elle est orfèvre. Le dialogue, je l'ai mené, je continue depuis 2 ans maintenant. Il n'a jamais cessé, à la vérité. Donc il se poursuivra normalement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aujourd'hui, Jacques Chirac et Elisabeth Guigou se présentent donc comme des alliés objectifs, aussi soucieux l'un que l'autre de faire aboutir une réforme de la justice souhaitée par la majorité des Français. Mais plus l'échéance présidentielle se rapproche, plus il apparaît improbable que les clivages se réduisent. Il semble bien que l'opposition ait décidé d'entrer dans une nouvelle phase de cohabitation dure. Oui, le discours que vient de prononcer Jacques Chirac à Rennes sera évidemment analysé par les responsables du RPR, mais la diversité des opinions sur la réforme de la justice au sein du parti gaulliste apparaissait dès hier, alors que le Premier ministre Lionel Jospin à l'Assemblée rendait responsable l'opposition de ce blocage politique. Enquête au RPR avec Philippe Boisserie et Laurent Hakim. La date, mardi soir, du bureau politique du RPR avait été bien choisie. Au même moment, Jacques Chirac annonçait qu'il allait ajourner le congrès. Autour de la table, beaucoup ne l'ont appris qu'au dernier moment. De quoi rajouter aux différences d'analyse qui secouaient déjà le RPR sur le fait de voter ou non le texte sur le CSM. Pour ma part, j'étais prêt à voter le texte qui allait être soumis au congrès parce que si le projet n'est pas parfait et n'est pas complet, il représentait quand même un progrès. Alain Juppé incarne la ligne du président de la République, fidélité à une réforme qu'il avait lui-même initiée quand il était Premier ministre. Nous disons, si nous arrivons à un accord avec le gouvernement sur les questions de liberté individuelle, eh bien, après, sur le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y aura pas de gros problème parce que c'est une réforme insignifiante. Dans le camp des oui mais, on n'a rien contre le texte du CSM. En revanche, tous les autres projets de loi sur la justice doivent être discutés au préalable. Dès le départ, j'étais hostile à cette réforme, mauvaise, mal ficelée, sans ambition. On pose des rustines sur un pneu fichu. Dans le Parisien d'aujourd'hui, Philippe Séguin a le mérite de la clarté. Contrairement à beaucoup de parlementaires RPR, il n'a jamais voté le texte sur le CSM et n'est pas prêt de le faire. Il ne s'agit pas pour moi de tout refuser, mais en revanche, quand un certain nombre de mesures ou de textes me paraissent contraires à l'intérêt des Français, à l'intérêt de la France, j'ai l'intention de le dire sans entortiller ça dans du papier de soie, de le dire clairement. Le credo d'une opposition frontale au gouvernement Jospin, affiché par Michel Alliot-Marie dès son arrivée à la tête du RPR, a trouvé avec le CSM une illustration fracassante. Tant pis si le projet était initié par Jacques Chirac lui-même. Jacques Chirac qui aujourd'hui a demandé de renouer le dialogue au gouvernement, en sachant que pour discuter, il faut être deux. Avant son intervention au Parlement de Bretagne à Rennes, le président Chirac était ce matin au Croisic, l'une des communes de Loire-Atlantique les plus touchées par la marée noire causée par les milliers de tonnes de fioul échappées du pétrolier Erika. D'autre part, M. Chirac s'est rendu sur les lieux où sont soignés et démazoutés les oiseaux. Dès hier, la Ligue de protection des oiseaux laissait s'envoler quelques volatiles après les soins. Et M. Chirac s'y est essayé. Et puis je voudrais citer une phrase de M. Chirac: il n'est plus acceptable que la collectivité subisse de plein fouet des dommages causés par une course effrénée au profit. C'est l'une des phrases prononcées par le chef de l'État qui a fixé les objectifs de contrôle et de sécurité plus sévères. Et M. Chirac d'appeler à agir envers les pavillons de complaisance, souhaitant que Malte et Chypre, pays candidats à l'Union européenne, durcissent leur législation et leur contrôle. Mais en matière de transport maritime, la France n'est pas très claire. Nous utilisons aussi et ainsi les territoires des îles Kerguelen, c'est dans l'Antarctique, pour donner un port d'attache à des bateaux français en leur accordant une législation sociale très aménagée. Éric Lemasson et Abdel Zououesh étaient au Havre hier soir alors qu'un cargo 12 France accostait. Certes, le nom du navire est bien de chez nous. Son pavillon aussi, mais c'est presque une illusion. Si la nuit dernière, le Douce France a accosté au Havre, son port d'attache est bel et bien à l'autre bout du monde. Depuis plus de 10 ans, quasiment tous nos navires ont inscrit port aux Français à leur poupe. Port aux Français aux îles Kerguelen, un caillou gelé perdu dans l'Antarctique. Au lever du jour, il suffit de monter à bord pour comprendre l'intérêt de ce pavillon d'une complaisance qui ne dit pas son nom. C'est l'heure du petit déjeuner.
À gauche, une grande tablée de marins, tous sont roumains. À droite, la table des Français, ou ce qu'il en reste. Car c'est l'un des avantages de l'immatriculation kerguelen, le droit d'embaucher 65% de marins étrangers aux conditions du marché mondial, c'est-à-dire à très bas prix. Il y a discrimination à bord des navires. Il faut savoir qu'il y a une minorité de marins français aux conditions nationales et une autre partie des personnels qui sont au pavillon international, aux conditions internationales. Et de ce fait, il est inadmissible pour nous, salariés français, de voir des marins, fut-ils étrangers, payés à des conditions les plus basses. Exemple, 765 $ par mois, prime comprise, 4200 francs sans aucune charge sociale. Et malgré cela, les armateurs français ne peuvent lutter contre la vraie complaisance que l'on croise chaque jour au Havre. Concurrence asiatique avec pavillon panaméen, concurrence belge même avec pavillon libérien et équipage exclusivement indien. Quand on commence, le salaire est de 300 $ par mois, 1800 francs. Et puis au bout de 2 ans, il passe à disons 900 $, 5400 francs. Mais vous savez, ça ne sert à rien de comparer avec vos salaires. Pour nous en Inde, c'est un très bon salaire, ça suffit. Mais pour ici, c'est peu. Pour pouvoir lutter, les armateurs français réclament dans ce livre blanc des conditions plus favorables encore, au risque que le code du travail français tombe aux oubliettes. Le pavillon bis des Kerguelen est une demi-mesure, les navires français sont encore trop coûteux. Au Havre, tandis que les Français craignent de rester à quai, la mondialisation dont tout le monde parle a un visage, celui des marins du tiers-monde qui ne descendent de leur coque rouillée que pour téléphoner à leur lointaine famille, avant de repartir 10 longs mois en mer, sans aucun jour de repos. Et puis concernant le pétrolier maltais Erika qui a fait naufrage le 12 décembre dernier au large du Sud Finistère, nous pouvons révéler ce soir qu'il n'y a plus de doute sur l'identité des propriétaires de ce bateau. Explication Patrick Fandiou. C'est sur la côte napolitaine, dans la ville de Meta di Sorrento, que sont installés les Savarese. Une famille d'armateurs à qui la rumeur attribue, depuis le naufrage, la propriété de l'Erika. Ce soir, nous avons pu en avoir la confirmation lors d'un entretien téléphonique. Giuseppe Savarese, dont la société a son siège dans cette villa, est bien le propriétaire de l'Erika. Oui, je ne le nie pas, je l'ai dit, c'est clair. Je ne me souviens plus de la date exacte de son acquisition, ça fait 3 à 4 ans. Je suis très peiné par tout ce qui s'est passé. La pollution causée par l'Erika sur les côtes de France. Mais comme armateur, je n'ai aucun doute à avoir sur les organismes de contrôle, ni sur tous ceux qui ont pu avoir avec ce bateau. Pour le propriétaire de l'Erika, son bateau était donc très sûr. Il avait subi tous les contrôles, il avait tous les certificats. Mais la justice s'interroge justement sur la réalité et l'efficacité de ces différents contrôles techniques. Les Savarese disent attendre avec sérénité les demandes de la juge française. Dans la région napolitaine, leur nom est attaché à un drame de la mer, un autre naufrage. Le 29 décembre 1981, le Marina di Aqua, un cargo qui leur appartient, coule au nord-ouest de l'Espagne. Le bilan est effroyable. 30 morts. Les tempêtes des 26 et 27 décembre dernier avaient bouleversé le littoral atlantique. Et parmi les images impressionnantes, révélatrices de la force des vents, il y avait celle d'un cargo déporté sur la terre. C'était sur la commune de Barzan en Charente-Maritime. Aujourd'hui, le cargo a été désensablé. Reportage Frédéric Dupuis avec Marie-Pierre Cassignard. La violente tempête l'avait emporté comme une feuille, là, au beau milieu des champs. L'amiral Dupère, ce lourd cargo sablier, semblait alors indélogeable. Depuis 15 jours, les pelleteuses creusent la boue pour dégager l'arrière du bateau, maintenant en contact avec l'eau, mais toujours prisonniers de la terre. Les câbles, reliés à des treuils et à une pelleteuse, doivent faire pivoter le navire. Aujourd'hui, la première tentative. Arrière toute, et doucement, le bateau bouge. La coque flotte de nouveau. C'est un gros soulagement puisque maintenant le bateau est à quai, donc on va le surveiller et on l'emmène dès que possible, c'est-à-dire dimanche ou lundi à Bordeaux pour la cale sèche. Ça laisse maintenant la tempête un peu derrière vous? Un petit peu derrière nous, un petit peu.
juste un petit peu, car s'il n'y a pas de dégâts apparents, le cargo devra encore être immobilisé pour être sûr qu'il n'y a aucun risque avant de reprendre la mer. Depuis quelques jours, des séries d'actes de violence ont été révélées dans des écoles, des collèges ou des lycées, ainsi qu'à Montpellier, au collège des Aigrelles, à Roubaix, au collège Sévigné, à Vénissieux et Saint-Fond dans le département du Rhône, ou encore à Cannes, ici au lycée Port-Lympia, où un surveillant a été agressé. Une grève aujourd'hui a eu lieu dans cet établissement où les parents et les professeurs se sont réunis avec le recteur d'académie. Autre exemple, c'est en zone d'éducation prioritaire, en Seine-Saint-Denis, au collège Jean Zay de Bondy. Pas un jour sans un incident grave depuis du détergent dans la cafetière des professeurs, des petites bombes d'acide chlorhydrique ou des agressions physiques. Le collège compte 750 élèves, l'établissement était en grève aujourd'hui et tout le monde semblait très mobilisé, comme a constaté l'équipe de France 2 avec Juliette Beau et Mathieu Drejoux. Je crois qu'on n'a pas à y perdre, je crois qu'on a tout à y gagner. Donc je crois qu'il faut vraiment lancer nos billes. Et puis plus on est nombreux, plus ça fait peur. Ils sont déterminés. Après l'explosion de 5 petites bombes dans le hall du collège, après une tentative d'incendie et une autre d'empoisonnement, le ras-le-bol est général. Enseignants et surveillants sont en grève depuis 48 heures, un mouvement inspiré par les collégiens eux-mêmes. Si les élèves commencent à pleurer dans l'établissement, à ne plus se sentir en sécurité, je crois que nous on a un devoir moral qui est de dire stop et de ne plus accepter les élèves dans l'établissement tant que la sécurité ne sera pas assurée. Nous, membres de la communauté scolaire, élèves et adultes du collège Jean Zay, signons cette pétition car nous voulons travailler dans de meilleures conditions et refusons 400 signatures en moins de 2 jours et parmi elles, celles de parents et d'enseignants. Une pétition organisée par ces élèves de 3e qui se sont sentis responsables et qui, eux aussi, ont voulu réagir. 4 surveillants sur 750 élèves, on ne peut pas gérer comme ça, on ne peut pas. 750 élèves alors que le bâtiment est prévu pour 400. La surpopulation est telle que dans cette cour, pendant les récréations, il n'y a qu'1 mètre carré par élève. Je pense que si déjà il y avait un peu moins de concentration d'enfants, ça devrait être un peu plus facile. Je pense que si les parents reprennent dans leur tête ou apprennent dans leur tête ce qu'est être parent, et non pas que ce soit le grand frère qui vienne être l'interlocuteur de l'équipe éducative ici, on aura fait un grand pas. Un premier pas est déjà prévu demain. À 18 h, une table ronde réunira parents, enseignants, mais aussi représentants de la police, de la justice et de la mairie. Une assemblée extraordinaire pour discuter d'un quotidien qu'ils ne veulent plus vivre. Les faits de harcèlement moral dans les entreprises sont très longtemps restés cachés et donc impunis. Petit à petit, les victimes de ces pratiques, qui occasionnent bien des souffrances psychiques, se révoltent et se mettent à parler. Ainsi, 85% du personnel de la caisse d'allocation familiale de Dijon était en grève aujourd'hui et menace de reconduire celle-ci si le directeur de la caisse n'est pas muté ou sanctionné. Le conflit date d'octobre 1999 et les témoignages recueillis par Nathalie Moisin et Madi Diawara sont édifiants. On sait qu'on va enfin arriver au bout du tunnel et qu'on obtiendra le départ souhaité de notre directeur. Ils n'ont pas encore gagné, mais leur unité est déjà une victoire. 85% de grévistes à la caisse des allocations familiales de Côte d'Or. Tous contre un homme seul. Leur directeur, accusé de les avoir harcelés. Elles ont subi des pressions, des brimades, des vexations, que ce soit sur des vexations sur leur physique. D'autres ont subi des mutations de poste, c'est-à-dire qu'on les mettait dans un poste où elles n'avaient ni la qualification ni les compétences et ne répondant absolument pas à leurs souhaits. Ce qui fait qu'on les mettait en situation d'incompétence, certainement pour les pousser à la faute professionnelle. À l'exemple d'un cadre interrogé pendant 1 heure par le directeur sur son expérience dans le domaine social et aussitôt après nommé à un poste financier. Il témoigne à visage caché. J'étais pétrifié, je me dis, je ne comprends pas là, il a du mal m'écouter, il a du mal entendre mon parcours professionnel. Je comprenais pas que ça, enfin, je comprenais pas la demande. Et c'est qu'après, quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune possibilité de discussion sur la nature de cette commande, que je me suis dit, bon, comment je vais faire? À ce jeu, certains craquent. Près d'un tiers des 300 employés sont aujourd'hui en arrêt maladie. C'était très flou, c'était très vague. J'étais affectée à un autre poste, je devais attendre des instructions qui ne venaient pas. Donc j'étais dans un inconfort professionnel total. J'ai 49 ans et pour la première fois de ma vie, j'ai dû avoir recours à des antidépresseurs alors que je m'étais juré que jamais je n'aurais recours à ce genre de produit.
Corroborant ces témoignages, le médecin du travail a écrit à la direction de la CAF. J'ai vu ces dernières semaines et même derniers mois des personnes avec des dépressions parfois graves, ou des crises d'angoisse ou des somatisations. Et comme je vous le disais, avec beaucoup d'arguments pour penser avec un lien entre la pathologie et le travail. De son côté, le directeur se drape dans son silence. Il devra pourtant répondre demain aux représentants de la Caisse nationale qui vient de Paris pour décider de son sort. Les autorités de Djibouti protestent contre les accusations dont nous faisions le relais hier dans cette édition. Accusations faites par un ancien officier djiboutien mettant en cause le président de Djibouti dans la mort d'un juge français, Bernard Borrell, en octobre 1995 à Djibouti. Accusations mensongères, dit l'ambassade de Djibouti en France, qui parle d'un témoin instable à la moralité légère. L'ambassadeur de France à Djibouti a rencontré des élus de cette république et il leur a rappelé que les médias français étaient totalement libres. Donc, fort de cette liberté, nous allons de nouveau évoquer Djibouti ce soir, Djibouti et les droits de l'homme, la prison de Djibouti, grâce à plusieurs témoignages de journalistes et de responsables politiques qui y ont séjourné. Reportage exclusif de Jamila Mimouni. Derrière ces murs, 60 prisonniers politiques s'entassent. Certains attendent un jugement depuis 7 ans. En août 1999, une mission internationale a dénoncé les conditions de détention dans la prison de Gabon. 2 détenus sont morts récemment faute de soins. En décembre dernier, nous avons pu rencontrer avec une caméra cachée un des prisonniers, Ahmed Farah, journaliste, correspondant de Reporters sans frontières. On nous reproche une atteinte au moral des armées et une diffusion de fausses nouvelles. Or, le régime a été incapable de démontrer ces chefs d'accusation. En fait, nous sommes arrêtés dans le cadre de la campagne de musellement et des verrouillages, du musellement de l'opposition et des verrouillages de la vie publique, tout simplement. Vous avez publié dans votre... Nous avons publié 2 articles dans nos publications respectives et c'est officiellement ces articles qui nous sont reprochés. Maître Aref a connu des conditions de détention humiliantes pendant 4 mois dans cette même prison. Son crime, avoir défendu les prisonniers politiques. Aujourd'hui libre, il est sous surveillance constante. J'ai été enfermé dans un premier temps dans un espace, dans des latrines turques sans siphon, qui fait à peu près 1 mètre sur 1,85 m pour la partie où on peut s'allonger, le reste étant occupé uniquement donc, par la latrine. Retour à la prison de Gabon. Un autre détenu pas ordinaire. C'est l'ancien candidat de l'opposition à la présidentielle. Après les élections, il est arrêté avec son fils. On ne me reproche rien du tout, sauf que j'étais candidat à l'élection présidentielle. On ne me reproche vraiment rien du tout. 500 policiers qui sont venus chez moi, ils ont ouvert le feu. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Votre fils adoptif est décédé? Le fils adoptif est décédé sur place, oui. L'assaut des militaires venus l'arrêter nous est raconté par son autre fils, Idriss. Voilà, les balles qui ont été mortelles, et là, qui ont été mortelles et qui ont tué la personne qui était de mon frère adoptif. On voit très bien ici comment les grenades ont permis de trouver au sol également. Elle est tombée ici. Opposants arrêtés, presse muselée, Seule la Nation, le journal du gouvernement, est aujourd'hui en vente à Djibouti. Pourtant, ce pays doit sa survie à l'aide de la France. L'armée française contribue pour 50% au produit national brut. Ici se trouve la plus grosse base militaire hors de l'Hexagone. Car Djibouti a un atout, sa position géostratégique. Un accord militaire de défense lie les 2 pays. Paris ne se mêle pas des droits de l'homme. Le journaliste Ahmed Farah et le responsable politique, l'ancien candidat à la présidentielle que vous venez d'entendre dans le reportage de Jamila Mimouni, ont été libérés hier par les dirigeants de la République de Djibouti. Dans le Finistère, au large de l'île de Bas, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les traces du voilier de la famille Godard, du docteur Godard, dont on est sans nouvelles depuis le mois de septembre dernier. Un chasseur de mines équipé d'un matériel très sophistiqué était sur zone aujourd'hui. Explication Joël Bruyandet avec nos correspondants Jacques Deveau et Michel Hiver. Le naufrage du voilier d'Yves Godard n'est encore qu'une hypothèse, mais une hypothèse que les enquêteurs ont voulu vérifier. Le Sagittaire, ce chasseur de mines de la Marine nationale, a donc passé au peigne fin la zone où l'on a retrouvé, à 4 mois d'intervalle, l'annexe du voilier d'Yves Godard et un sac de voyage. Pour autant, ces éléments ne sont encore que des indices.
peut avoir dérivé par rapport à la position initiale de l'épave sous l'effet des courants. C'est ce qui agrandit les zones de recherche et c'est ce qui rend moins certain un résultat positif. Il faudra au total une douzaine d'heures aux chasseurs de mines pour inspecter méthodiquement une zone de 20 km de long sur 1 km de large. Pour cela, 2 sonars capables de repérer un objet à près de 500 mètres de distance et ce petit sous-marin d'exploration équipé d'une caméra qui sert à identifier avec précision les objets détectés. Pour l'heure, les recherches entamées en fin de matinée n'ont rien donné. C'est lundi dernier, en retrouvant au large de l'île de Bas ce sac appartenant au docteur Godard, que les enquêteurs ont décidé d'effectuer ces nouvelles recherches. Depuis le mois de septembre, c'est la 4e fois que la mère livre un morceau du puzzle, mais le docteur Godard et ses 2 enfants que l'on suppose en fuite quelque part au large de l'Écosse restent introuvables. Au procès des 7 prévenus corses accusés de tentative d'extorsion de fonds sur la personne du propriétaire du domaine de Spéronne, entre 2 et 5 ans de prison ont été requis, 5 ans contre François Santoni, Marie-Hélène Mattei et André-Noël Philippédu. Un procès particulier demain à Paris. Serge Humpik est jugé pour contrefaçon de carte bancaire. Nous avions déjà eu l'occasion de l'évoquer sur France 2 il y a plus de 6 mois, au journal de 13h. Et la semaine dernière, Jean-Luc Delarue lui donnait la parole. Serge Humpik se présente comme un génie de l'informatique qui a réussi à démonter tout le système de sécurité du groupement des cartes de crédit. Ce dernier n'a pas vraiment apprécié au point de le piéger puis de le traîner en justice. Enquête Patrice Pellet et Elsa Margou. La vie de Serge Humpik, c'est l'histoire mouvementée d'un informaticien, sorte de Géo Trouve-Tout, aujourd'hui accusé de fabrication de fausses cartes de crédit. En 1998, dans sa ferme d'Ozoir-la-Ferrière, il parvient, c'est lui qui l'affirme, à casser le système de la carte à puce du GIE Carte Bleue. Pour pirater la carte, il concentre ses travaux sur le système de gestion des terminaux. J'ai tout de suite vu qu'il fallait s'intéresser au terminal de paiement et pas à la puce. J'ai laissé la puce de côté car c'est le terminal de paiement qu'il faut leurrer. Pour simplifier, une carte à puce contient 2 nombres. Un pour le numéro de la carte, l'autre pour l'authentification. Ces 2 données sont liées par un algorithme, une formule mathématique qui permet de passer de l'un à l'autre. Humpik aurait découvert cet algorithme, la possibilité de rentrer dans le réseau Carte Bleue 32 millions de clients. Que faire de cette découverte? En 1998, par l'intermédiaire de son avocat, il propose au GIE Carte Bleue une transaction. Il cède son invention contre rémunération et pour preuve de ses dires, fait parvenir 10 tickets de métro soutirés grâce à une carte de son invention. Et c'est là que l'affaire se gâte, le GIE porte plainte pour falsification. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu en face de moi des gens qui avaient beaucoup de puissance et qui se sont mis à paniquer. Des gens qui ont beaucoup de relations et qui ont pu crier au scandale national et qui ont réussi à faire bouger la justice. Et on a vu la loi du plus fort qui s'est appliquée, des réactions qui ne se seraient pas mises en place si je n'avais pas été un particulier et si j'avais été une entreprise. Si l'informaticien Humpik parle et communique sur Internet, de son côté, le GIE Carte Bleue ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire. Début du procès demain. Humpik risque une peine de prison avec sursis. Cinéma avec le film de Denis Bardiot, Le Monde de Marty. Cela se passe dans un hôpital. C'est l'histoire de l'amitié entre un septuagénaire atteint de la maladie d'Alzheimer, immobile, muet, et puis un petit garçon, Martin, âgé de 10 ans, qui est atteint d'un cancer. L'un et l'autre vont se rendre au service. C'est à la fois, j'ai trouvé très drôle, très émouvant. Voici la présentation du Monde de Marty avec Pascal Deschamps. Heureusement qu'il y a les pauses pour faire vibrer ses cordes vocales lorsqu'on joue comme Michel Serrault, un homme réduit au silence par la maladie. Antoine Béran. Oui, je m'appelle Antoine Béran. Je suis à l'hôpital. Ma femme s'appelle Suzanne. Le spectateur partage d'abord les efforts d'Antoine pour retrouver ses souvenirs. Mais quand débarque Marty, c'est la révolution. Faut-moi la paix. Tu bouges pas et tu souris. Tu sais qu'il est très malade. Il a besoin de repos, alors j'aimerais que tu le laisses tranquille. Entre celui qui n'a plus de passé et celui qui n'a peut-être pas d'avenir, se noue une relation inattendue, hors du commun. Comme seules les fables, au cinéma, peuvent en inventer. Je ne pensais pas que j'avais autant de cascades à faire. Il peut pas bouger, il peut pas parler, donc il peut faire tout ce qu'il lui veut. Toutes les plus grandes misères. Mais il s'attache à lui quand même. Voilà. Pourquoi? Bon, parce qu'ils sont presque tous les deux dans le même cas, qu'ils ont tous les deux envie de s'en sortir.
quoi? On se capte d'ici. C'est trop mort ici pour nous. La maladie, l'hôpital, la paralysie, avec ces ingrédients difficiles, Denis Bardio a réussi son pari. Dans le monde de Marty, c'est la vie qui gagne. Robocop. Qu'est-ce que vous fichez là, vous deux? C'est pas Robocop, c'est sa mère. Un pari réussi grâce à l'alchimie entre le petit Jonathan, dont c'était le premier grand rôle, et Michel Serrault. Je connaissais pas Michel Serrault, je savais pas qui c'était. Après j'ai vu les cages folles, les trucs comme ça. Et tu l'as trouvé comment? Super. Trop bien. S'il était devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? J'espère qu'on va rejouer ensemble. C'est parce que vraiment il est vraiment super. Bonsoir Michel Serrault. Bonsoir mon ami. C'est vrai, vous êtes super. Mais je disais tout à l'heure, c'est drôle et émouvant. Et pourtant, il y a la maladie, Alzheimer, vous êtes immobile, lui, il a le cancer. Ça aurait pu être une tragédie, ça aurait pu être terrible. Or, c'est drôle. Oh bah oui, mais je crois que les auteurs ont voulu, je veux dire qu'au départ, quand même, le personnage moi, que je joue, il a un petit peu d'humour. Bon, alors, c'est vrai qu'il est un petit peu handicapé, comme vous venez de dire, mais je crois qu'on peut raconter ce genre de fable avec de la drôlerie, quand même. Alors, vous dites toujours, moi, maintenant, compte tenu de mon âge, mon expérience, je prépare rien. Mais quand même, être immobile... non, c'est pas tout à fait... Oh, c'est un peu ce que vous dites. On dit ça de moi. Ouais. Michel, c'est bizarre, il prépare rien. On dit même, je ne sais même pas s'il lit ce qui va tourner. Ah si, vous lisez. Mais là, vous faites la voix off, vous réagissez étonnamment par le visage, et c'est quand même quelque chose où vous subissez, au fond, cet enfant. Oui. Mais, oui, je subis, mais enfin, il va y avoir quand même une complicité au fur et à mesure. Ils vont faire connaissance, quoi. Et finalement, c'est plus facile de faire connaissance avec un gosse qu'avec un adulte. Parce que les gosses n'ont pas cette appréhension. Moi, ça m'est arrivé de voir des grands malades, par exemple, et bien, je suis gêné, finalement. Or, un gosse, il dit, tiens, il parle pas, bon, c'est pas grave, je vais lui taper sur l'épaule, je vais lui amener un jeu de cartes, on va jouer. Il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui se passe dans le film. Voilà. Mais de jouer dans un hôpital avec ces maladies terribles, c'est quelque chose qui vous a troublé au départ? Vous vous êtes dit où ça va aller ou pas? Non? Non, c'est pas troublant. Alors, je vais vous raconter, je vais vous dire une chose. J'ai fait le film pour on fait toujours des films pour il y a une raison. Alors, de temps en temps, on veut gagner sa vie, on dit on fait un film, pourquoi pas. L'autre, on veut faire rire, l'autre, on veut... Et là, il y a vraiment la chute, l'histoire, c'est que... Parce qu'il m'a plu. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que... Alors, d'abord, le pari personnel, j'ai rien à prouver à personne, je ne fais pas une performance extraordinaire, mais quand même, essayer de faire passer quelque chose sans parler. Hein, et c'est pour moi qui suis quand même un parleur, quand même ça. Un peu bavard. Un peu bavard, comme dirait ma femme. Qu'est-ce que tu peux raconter comme histoire? Bon, alors je dis, mais comment on peut exprimer des choses sans la parole? Bon, eh bien, je crois qu'on peut encore, par exemple au théâtre, la présence d'un acteur, au cinéma c'est plus difficile, mais je crois qu'au théâtre, un acteur qui serait muet pendant toute la soirée, avec sa présence, mais la présence réelle, c'est-à-dire qu'il est là, il peut émettre des ondes, enfin je veux dire c'est plus facile au théâtre, je crois. Au cinéma, c'est plus compliqué, mais quand même. Je crois que si vous êtes persuadé que vous avez des intentions encore intérieures, ça doit passer par à peine un geste, peut-être un souffle ou quelque chose, on peut encore être présent. Ouais. Mais est-ce que je me trompe si en disant oui à ce scénario, c'est aussi parce que ça correspond à votre philosophie de vie, quoi, l'idée d'être utile, l'idée de l'amitié, de la force des rapports entre les deux. Exactement, je n'ai pas fini mon exposé qui est très intéressant. C'est que finalement, ce vieux bonhomme qui, a priori, c'est fini, hein, il ne peut pas s'exprimer, il est bon, c'est pas très gai. Et le gosse est malade. Alors, il y a un mystère dans le film que j'aime beaucoup. Le mystère, je n'ai pas d'explication véritable. On ne peut pas dire... mais ça veut dire que quand même, si un jour ou l'autre, les uns ou les autres, ou l'un ou l'autre, on peut se trouver dans cette situation, bon, la vie elle est comme ça, bon, eh bien qu'on peut encore être utile à quelque chose. Et ce bonhomme qui apparemment... Je pense que peut-être de temps en temps, il doit se dire finissons-en. Eh bien, l'histoire nous prouve que, sans le savoir, et sans le vouloir peut-être, simplement avec le contact avec ce vote, la vie qu'ils vont avoir en commun à l'hôpital, etc.,
peut-être qu'il va sauver le gosse, il va lui donner envie de vivre. Alors là, il y a un mystère, je ne veux pas faire des grands discours, mais il y a une chose, c'est un espoir extraordinaire. Alors, voilà, je me dis, ça c'est une morale, et c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire passer. Que le jour où on ne pourra plus rien faire, peut-être que ma présence, la vôtre ou celle des autres, peut servir, et on peut peut-être, par exemple, sauver la vie d'un enfant. Voilà, alors ça passe bien, ça. C'est vrai que ça passe bien dans le monde de Marty. Bah, tant mieux si ça passe. Alors, on va vous voir ensuite dans Le Libertin, dans Un cœur oublié où vous jouez l'écrivain Fontenelle. On va vous voir dans Les acteurs de Blier. Oui. Alors c'est Michel Serrault tous azimuts. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise non, c'est le hasard de la programmation. Ouais, mais c'est le plaisir que vous avez de jouer, c'est l'énergie, c'est la joie que vous transmettez, non? Vous savez, je dis souvent en ce moment, par exemple, je suis très content de faire du cinéma, mais il me manque une chose terriblement, c'est le théâtre. Parce que, bon, ça fait longtemps que j'ai joué Knock, il y a maintenant, je sais pas, quelques années, j'ai envie d'aller au théâtre. Et j'ai envie de partager la soirée. Parce que le cinéma, c'est formidable. Mais je veux dire, le retour, il n'est pas là. Quand, même si vous vous amusez ou s'il y a des émotions que vous faites passer au cinéma, vous êtes chez vous en train de regarder la télé ou vous êtes absent. Je veux dire, tandis qu'au théâtre, c'est formidable. Ils sont là et puis on gagne la soirée. Et ça, c'est formidable. En fait, finalement, c'est le métier d'acteur, quoi. Ouais. L'échange. Bien, on était content de vous recevoir. On vous retrouve donc dans le monde de Marty. On n'a pas parlé des autres. Ben oui, c'est pas le jour. Donc à chaque fois. Voilà, à bientôt. C'est la semaine prochaine que ça sort, le monde de Marty. Voilà. C'est très joli. Merci Michel Serrault. Le journal s'achève. Je vous rappelle le principal titre de l'actualité, à savoir la déclaration de Jacques Chirac au Parlement de Bretagne à Rennes, en présence de la ministre de la Justice. M. Chirac se dit déterminé à poursuivre la réforme engagée du Conseil supérieur de la magistrature. Il souhaite qu'une date soit fixée pour de nouveaux travaux parlementaires. La météo, c'est dans quelques instants avec Sophie Davant, suivi du point route de Valérie Maurice, puis Envoyé spécial, le magazine qui a plus de 10 ans maintenant de la rédaction, présenté par Paul Nahon. À 23h05, comme au cinéma, avec Frédéric Lopez qui recevra Philippe Noiret, Carole Bouquet et Vincent Pérez. Et puis à 1h du matin, vous retrouverez le journal de la nuit avec Florence Duprat. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Alain Krivine, le député européen. Vous retrouverez à 13h Rachid Arabe et à 20h, ici même, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir. Merci. Merci Michel Serrault.